Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur le CAC 40. Il nous offre un scénario assez fascinant, je trouve. L'indice parisien, il est là, tout près de ses sommets historiques. Mais voilà, depuis mars 2024, il bloque, juste sous les 8300 points. C'est ça. On a eu 3 tentatives, 3 échecs. Au dernier pointage, là, le 31 octobre, on était à 81,07 points. Alors la question c'est, est-ce que le marché il fait juste une pause avant de, hop, franchir l'obstacle, ou est-ce que ça cale un peu? C'est intriguant, non? C'est très intriguant. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui. Exactement. On va explorer ça en profondeur, les perspectives de l'indice phare français. On s'appuie pour ça sur une analyse assez détaillée, qui date du 1er novembre. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les forces en jeu. Qu'est-ce qui pourrait donner au CAC cet élan pour passer ce seuil? Tout à fait, et pour bien décortiquer ça, on va regarder plusieurs choses. D'abord, la configuration technique, bien sûr, cette fameuse résistance qui coince un peu. Mhm. Ensuite, on va regarder les grands facteurs macroéconomiques, ceux qui pourraient jouer un rôle moteur. On pense à la politique de la BCE, évidemment, Oui. mais aussi ce qui se passe en Chine, avec la relance là-bas. Et puis, bien sûr, la santé des entreprises du CAC elles-mêmes. On abordera aussi la question de la valorisation. Est-ce que c'est cher, pas cher Important, oui. Et puis, on essaierait d'identifier les catalyseurs. Qu'est-ce qui pourrait vraiment déclencher le mouvement? Et on finira avec les prévisions, le scénario principal et bien sûr les risques. Faut rester prudent. Programme chargé, mais passionnant. Alors, commençons par la technique, le graphique. Cette stagnation depuis mars 2024, ça interpelle quand même. Surtout qu'après une belle hausse avant ça. Pourtant, la source rappelle que sur le long terme, l'indice il est toujours dans un canal haussier. Oui, c'est vrai. Il mentionne même un rendement historique moyen, annualisé de quelque chose comme 5,54% pour cette tendance de fond. Alors, comment on interprète cette longue pause? C'est une faiblesse ou au contraire, c'est une base de lancement? Cette longue période où l'indice bouge latéralement sous la résistance, on peut la voir de deux manières effectivement. Soit c'est un signe que les acheteurs s'épuisent un peu, soit, et c'est plutôt l'interprétation qui semble ressortir de l'analyse, c'est une phase d'accumulation. D'accord. C'est-à-dire que le marché, il digère les niveaux actuels, il absorbe la pression des vendeurs avant potentiellement une nouvelle vague de hausse. Mais bon, pour ça, il faut des déclencheurs, des moteurs. Justement, ces moteurs potentiels identifiés. Le premier, ça semble venir de Francfort, de la BCE, c'est ça? Exactement. La Banque centrale européenne, elle est clairement engagée dans une phase d'assouplissement monétaire. L'analyse nous dit qu'il y a eu 4 baisses de taux directeurs en 2025. Ça a ramené le taux de dépôt à 2%. 4 fois, oui. Et le marché, lui, il anticipe que ça pourrait continuer. On parle de taux qui pourraient descendre vers 1,75% d'ici mi-2026. Tout ça s'est rendu possible parce que l'inflation, même si on la surveille toujours, eh bien elle semble revenir sous contrôle en zone euro. Les prévisions citées, c'est 2,3% pour 2025 et 1,9% pour 2026. Donc on se rapproche de la cible de la BCE. Et concrètement, pour le CAC 40, ça donne quoi? Des taux plus bas, on imagine que c'est positif pour les actions, mais comment ça marche en fait? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est l'effet multiple. Premièrement, des taux plus bas, ça réduit les coûts de financement pour les entreprises. Si elles veulent investir, ça coûte moins cher. Logique. Ça peut donc stimuler leur activité, leurs profits. Ça aide aussi l'immobilier, par exemple. Deuxièmement, et ça c'est crucial pour les investisseurs en actions, quand les taux d'intérêt baissent, eh bien, les rendements des placements dits sans risque, comme les obligations d'État, diminuent aussi. Mhm. Du coup, le rendement des dividendes que versent les actions, l'analyse parle d'environ 3% actuellement pour le CAC, eh bien, il devient comparativement plus attractif. Ah oui, d'accord. Ça peut pousser les investisseurs à sortir des obligations pour aller vers les actions. Et puis, troisièmement, d'un point de vue plus théorique, des taux d'intérêt bas augmentent la valeur actuelle des profits futurs attendus des entreprises. Ça justifie des valorisations en bourse plus élevées. C'est un soutien de fonds qui n'est pas négligeable, quoi. D'accord, donc la BCE met en place un environnement monétaire, on va dire, plutôt favorable, mais l'analyse, elle pointe aussi un autre facteur externe majeur, qui vient de plus loin, la Chine. Pékin semble mettre le paquet pour relancer son économie. Absolument. La source parle d'une politique monétaire qualifiée de modérément souple et surtout d'un effort budgétaire important. L'objectif affiché, ce serait un déficit de 4% du PIB, ce qui, d'après Europix, serait le plus gros déficit depuis 1994. C'est pas rien. Ah oui, quand même.
Et ces efforts, ils commencent peut-être à payer, puisque la Banque mondiale, qui est citée dans l'analyse, a relevé ses prévisions de croissance pour la Chine à 4,8% pour 2025. Et alors, pourquoi c'est si important pour la Bourse de Paris? J'imagine qu'on pense tout de suite au luxe. Exactement. C'est là où ça devient vraiment intéressant pour le CAC 40. On a des entreprises comme LVMH, Hermès, Kering, qui pèsent très très lourd dans l'indice. Oui, les poids lourds. Et leur croissance, pendant des années, elle a été tirée par l'appétit des consommateurs chinois. On a eu une période de ralentissement, ça a pesé sur ces valeurs. Et là, les mesures de relance chinoises, elles visent justement à redynamiser la consommation intérieure, à augmenter les revenus des ménages. Si ça marche, l'impact pourrait être significatif. Est-ce qu'on a déjà des petits signes, des signaux faibles de ce rebond potentiel dans les chiffres des boîtes? L'analyse cite quelques éléments qui sont peut-être encore un peu timides, mais interprétés comme encourageants. Par exemple, LVMH aurait vu ses ventes en Asie, hors Japon, progresser de 2% au troisième trimestre 2025. 2%. C'est pas énorme, mais ça vient après des trimestres plus difficiles. Donc ça pourrait suggérer un début d'inversion de tendance si ça se confirme. Hermès, de son côté, continue d'afficher une belle résilience, une croissance du chiffre d'affaires de 8% au premier semestre 2025, quand même 8 milliards d'euros. Pas mal. L'espoir, c'est que la relance chinoise vienne amplifier ces tendances positives et puis contrebalancer aussi les effets négatifs des tensions qui persistent. D'accord. Donc un coup de pouce de la BCE, un espoir qui vient de Chine. Mais la santé des entreprises du CAC elles-mêmes, au-delà du luxe, qu'est-ce qu'on en dit? C'est le troisième pilier important, la solidité intrinsèque de beaucoup d'entreprises de l'indice. L'analyse prend l'exemple d'Airbus, un autre géant du CAC. L'avionneur a confirmé ses objectifs pour 2025, livré environ 820 appareils, généré un résultat opérationnel de 7 milliards d'euros et un free cash flow de 4,5 milliards. Des gros chiffres? Oui, et fait notable, le problème des moteurs Pratt & Whitney qui clouaient des avions au sol, eh bien ça semble aller mieux. Le nombre d'avions concernés serait passé de 60 à 32 entre juin et septembre. C'est un signe que les problèmes opérationnels sont gérés activement. Ce qui est frappant, et l'analyse le dit bien, c'est que cette bonne tenue de l'indice des entreprises, ça se fait dans un contexte politique français qui est décrit comme instable, avec les changements de gouvernement, les tensions, la démission de Lecornu. Comment on explique cette décorrélation? Si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est un point absolument clé. L'explication qui est avancée par Europix, c'est le caractère très international des boîtes du CAC 40. Ah oui. La majorité de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, elle est faite hors de France. Elles sont donc beaucoup plus sensibles à ce qui se passe dans le monde entier. La conjoncture mondiale, les taux de change, la demande en Asie, aux Amériques. Plus qu'à la politique intérieure. Exactement. Beaucoup plus qu'à l'environnement politique ou économique purement français. Cette internationalisation, ça leur donne une forme de résilience face aux turbulences locales. C'est vraiment une caractéristique structurelle importante de l'indice parisien. Une sorte de blindage international, si on veut. C'est intéressant. Bon, on a donc des soutiens monétaires, des espoirs macro, des entreprises solides. Reste la question du prix. Après la hausse qu'on a connue, est-ce que le CAC n'est pas devenu trop cher? Qu'est-ce que dit l'analyse sur la valorisation? Alors, sur ce point, l'analyse d'Europix est plutôt rassurante. Le terme utilisé, c'est que le CAC 40 ne serait pas cher actuellement. Pas cher, d'accord. Plusieurs arguments sont mis en avant. D'abord, le rendement du dividende, on en parlait, autour de 3%. Ça reste attractif, surtout si on compare au rendement des obligations qui baissent. Ensuite, il est noté que l'indice parisien a sous-performé d'autres bourses en 2024, notamment les US, mais aussi certaines places européennes. Il y aurait donc un potentiel de rattrapage. Ok. Et enfin, un élément de contexte qui est mentionné, c'est que l'inflation en France, 1,2%, est citée serait plus faible que la moyenne de la zone euro, qui est à 2,2%. Ça pourrait être un facteur de soutien relatif pour le marché français. Donc globalement, la valorisation ne semble pas être un frein majeur d'après cette source. D'accord, donc si je résume, on a une configuration technique en attente, des soutiens macro, BCE, Chine, des fondamentaux d'entreprise qui tiennent la route et une valorisation jugée raisonnable. Qu'est-ce qui pourrait alors servir d'étincelle? Quels sont les catalyseurs potentiels? L'analyse en identifie plusieurs qui pourraient jouer ce rôle de déclencheur. Le premier, c'est le catalyseur monétaire. L'idée, c'est que la politique de la BCE crée une abondance de liquidités. La source parle d'une prime de liquidité pour les actions. Prime de liquidité, ok. Ça pourrait pousser les investisseurs à arbitrer, à choisir les actions plutôt que les obligations, ce qui amènerait des flux d'argent vers le marché actions. Le deuxième, c'est le catalyseur chinois.
Si les prochains chiffres confirment vraiment un rebond de la consommation en Chine, surtout dans le luxe, ça pourrait rassurer fortement les investisseurs. Oui, la confirmation. L'analyse cite une prévision de Deutsche Bank qui table sur plus de 5% de croissance pour le secteur du luxe au second semestre 2025. Si ça se confirme, ce serait un signal fort. Troisièmement, il y a un catalyseur purement technique. Après des mois de consolidation, on peut penser que beaucoup de vendeurs potentiels ont déjà vendu. L'offre a été absorbée, comme on dit. Ça pourrait déclencher des achats automatiques, les stops sur les positions vendeuses, les stratégies de suivi de tendance. Ah oui, les algos qui se mettent en route. Voilà, et ça attirerait aussi de nouveaux acheteurs, ça créerait une sorte d'auto-alimentation de la hausse. D'ailleurs, certains analystes techniques, d'après la source, voient même un potentiel d'accélération vers 8900 points à horizon fin 2025, début 2026, si on passe ce cap. 8900, carrément. Potentiellement. Et enfin, un catalyseur sectoriel un peu plus diffus. La force du CAC, c'est aussi sa diversité relative. Luxe, énergie, aéronautique, finance, industrie. Si plusieurs de ces grands secteurs vont bien en même temps, ça peut suffire à tirer l'indice global vers le haut. Un faisceau d'éléments qui pourraient donc converger. Alors, concrètement, c'est quoi le scénario principal? Où est-ce qu'on voit le CAC dans les prochains mois si ces catalyseurs s'activent? Le scénario central qui est présenté dans l'analyse, il tape sur un franchissement de cette résistance des 8300 points d'ici la fin du mois de novembre 2025. D'ici fin novembre. Et une fois ce verrou sauté, l'indice pourrait connaître une accélération pour viser la zone des 8600-8700 points en décembre 2025. Ok. L'analyse mentionne même un chiffre précis pour fin novembre, 8330 points. Et elle cite un consensus d'analyse qui serait autour de 8623 points pour la fin de l'année 2025. Donc si on suit cette analyse, l'objectif de 8600 pour la fin de l'année, ça semble réaliste. Mais À condition que les planètes s'alignent, quoi. Que la BCE continue son assouplissement, que la reprise chinoise se confirme, que les résultats des boîtes clés s'améliorent. c'est exactement ça. C'est la logique du scénario qui est privilégié par la source. Un optimisme qu'il juge réaliste, mais conditionnel. Et c'est pour ça qu'il faut absolument regarder aussi l'autre côté, les risques, ce qui pourrait faire dérailler ce scénario. L'analyse en identifie principalement 3. Ah oui. Quels sont ces risques alors? Le premier, c'est le risque géopolitique. Plus spécifiquement, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est un peu un serpent de mer, mais ça reste une menace. La source mentionne les propositions de Donald Trump sur d'éventuels tarifs douaniers plus élevés. 10% ou plus sur toutes les importations, voire 60% sur les produits chinois. Ouch. Une escalade comme ça freinerait le commerce mondial et ça pénaliserait lourdement les entreprises exportatrices du CAC. Le deuxième risque pointé, c'est le risque politique interne français. Même si on a vu que l'impact direct sur les entreprises internationalisées est limité, une instabilité politique qui dure, ça peut finir par éroder la confiance des investisseurs internationaux envers la place de Paris. L'analyse nuance un peu en citant l'exemple belge, où de longues crises politiques n'ont pas empêché la bourse de monter. Mais le risque est mentionné. Là, il est important de dire qu'on ne fait que rapporter ce que dit la source, sans prendre position sur la situation politique. Bien sûr, bien sûr. Et enfin, le troisième risque majeur, c'est celui d'une déception venant de Chine. Tout l'optimisme lié à la relance chinoise, ça repose sur l'idée que les mesures vont vraiment relancer la consommation. Si cet effet tarde à venir, ou s'il est moins fort qu'espéré, eh bien le secteur du luxe pourrait décevoir les attentes. Et vu son poids dans l'indice, ça pèserait forcément sur la performance globale du CAC. Ça remettrait en cause le scénario haussier. Bien noté. Donc, pour synthétiser cette analyse très complète d'Europix, le CAC 40 est vraiment à un moment charnière, à la croisée des chemins. On a cette résistance technique, des 8300 points, qui fait un peu couvercle. Mais en même temps, plusieurs facteurs pourraient venir soulever ce couvercle. Une BCE toujours arrangeante, l'espoir d'une reprise chinoise, qui serait bonne pour le luxe notamment, des entreprises aux fondamentaux solides, bien armées par leur internationalisation, Tout à fait. et une valorisation qui ne semble pas excessive. Sans oublier ce rendement de fond de la tendance long terme, plus de 5% par an, qui rappelle quand même le potentiel structurel. Le scénario central, donc, c'est un dépassement des 8300 bientôt pour aller chercher 8600 d'ici fin 2025, avec peut-être un potentiel vers 8900 si vraiment tout va bien. Exactement. Mais il faut rester prudent face aux risques géopolitiques, politiques internes et surtout l'incertitude sur l'ampleur réelle de la reprise en Chine.
C'est une bonne synthèse de la situation, telle que la présente la source, oui. Et pour conclure, il y a une réflexion sous-jacente dans cette analyse que je trouve assez stimulante. C'est cette idée de décorrélation relative entre la performance du CAC 40, qui est très internationalisé, et les soubresauts de la politique intérieure française. Oui, ce découplage. Voilà. Ça soulève une question plus large. À l'heure de la mondialisation, quelle est l'influence réelle, immédiate, de la politique d'un seul pays, même un pays important comme la France, sur la trajectoire de ces grands indices boursiers, des indices qui sont en fait des reflets de l'économie mondiale? Est-ce qu'on assiste à un découplage de plus en plus marqué? Est-ce que ça pourrait devenir une caractéristique structurelle et peut-être s'étendre à d'autres marchés? C'est une piste de réflexion intéressante, je pense, à garder en tête au-delà des prévisions à court terme. Une question fondamentale en effet. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Voilà qui conclut notre exploration des perspectives du CAC 40 basée sur l'analyse d'Europix. Merci d'avoir été à l'écoute.